Jusqu'à présent, on pouvait se rassurer en se disant que la baisse sur le marché crypto n'était pas liée à un problème structurel, que c'est une simple prise de bénéfice, que fondamentalement, il n'y a rien qui justifie une telle baisse, que c'est passager, que les cycles s'allongent et qu'on va bientôt repartir. En résumé, pour le moment, à l'heure actuelle, on n'a pas eu de crash FTX, on n'a pas eu de Terra Luna, on n'a pas eu de Covid. Pourtant, si on regarde les données, on sait que le crash Covid, ça a été 1,2 milliard de dollars de liquidation, le crash de FTX, 1,6 milliard de liquidation, et sur la journée de vendredi, c'est 2,02 milliards qui ont été liquidés sur les marchés crypto. Alors on ne peut pas dire qu'on est en train d'afficher un sourire euphorique sur le marché crypto. Le Fear and Greed Index est tombé à pendant le crash de FTX et il est tombé en dessous de 10 ces derniers jours. Les pertes réalisées sur Bitcoin par l'ensemble des holders ont atteint des niveaux jamais vus depuis l'effondrement de FTX. Et si on concentre nos datas sur les détenteurs court terme, 92% d'entre eux étaient en perte lors du crash Covid en 2020. Bitcoin s'échangeait alors à 3 850 dollars. En 2022, lors de l'effondrement de FTX, ils étaient 94% en perte. Bitcoin valait à ce moment-là 16 000 dollars. Et le 20 novembre 2025, ce pourcentage a atteint les 99%, alors que Bitcoin s'échangeait encore au-dessus des 90 000 dollars. Alors pourquoi est-ce qu'on a de tels chiffres? Pourquoi autant de liquidations? Pourquoi une baisse si soudaine si du côté fondamental on n'a rien qui justifie une telle situation? Le 10 octobre dernier, on a vécu la plus grosse liquidation sur le marché des cryptos. Ce jour-là, ce sont 20 milliards de dollars qui ont disparu du marché en seulement quelques heures. Et quelques jours plus tard, je te disais en vidéo qu'on avait vécu donc ce jour-là une manipulation de marché sans précédent et qu'on en verrait les véritables conséquences quelques jours, voire quelques semaines plus tard. Si l'on additionne toutes les opérations de liquidation depuis le 1er octobre jusqu'à aujourd'hui, le montant total dépasse les 41 milliards de dollars. Un chiffre exceptionnellement élevé pour une période, je te le rappelle, sans choc macroéconomique majeur, sans défaillance de protocole, sans crash boursier, sans hack absolument exceptionnel, sans déclaration de guerre. Bref, pour une période sans événement majeur, c'est absolument improbable. Et pourtant, c'est bel et bien ce qui s'est passé et nous n'en sommes peut-être qu'au début. Avant d'aller plus loin, je m'appelle Sylvain et je te souhaite la bienvenue sur cette vidéo. Je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Ici, on parle crypto, de la crypto sous toutes ses formes. On parle aussi macroéconomie, tout ça de la manière la plus abordable possible, afin que toi, tu puisses comprendre un maximum de choses pour appréhender au mieux ce marché si particulier. Si tu ne nous as pas encore rejoint, je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner par ici, activer également la petite cloche pour ne rater aucune de nos futures publications. Et si tu apprécies déjà cette vidéo, un pouce bleu permet de la mettre en avant et ça nous aide énormément et je t'en remercie. Je reprends et je reviens brièvement sur le crash du 10 octobre, à cette date-là. Ce crash qui fait suite à une annonce de Trump concernant les droits de douane avec la Chine. Ça a été l'élément déclencheur. On en a parlé ici, certains petits malins ont profité de la situation, de l'effet d'annonce négatif de ces fameux droits de douane pour manipuler le cours de certaines cryptos et provoquer une chute bien plus importante que celle qui aurait dû se produire. Mais ça ne s'arrête pas là. On le sait maintenant depuis quelques jours, il y a un autre facteur qui est entré en jeu, ce fameux 10 octobre. Et tu vas voir comment l'alignement de certaines circonstances est parfois troublant. Ce qui rend la situation inhabituelle depuis ce fameux crash, c'est que malgré la reprise des marchés actions, les nouveaux ATH du S&P 500 ou encore du Nasdaq et les excellents résultats de certaines boîtes comme Nvidia, le marché des cryptos ne s'est jamais véritablement stabilisé. À une époque où l'on a de plus en plus de corrélations avec les marchés traditionnels, eh bien, les investisseurs en ce moment boudent de la crypto. Depuis le 10 octobre, il n'y a eu aucun rebond significatif, aucun signe de retournement, aucun transfert de liquidité. Bitcoin a continué d'évoluer droit vers le sud, des ventes en cascade, puis une consolidation de la baisse, puis un petit range, puis de nouvelles ventes et donc une nouvelle baisse. Et ça continue encore et encore. Et quand on observe les données quotidiennes de liquidation, eh bien la tendance est plutôt constante. On le voit ici, depuis le 10 octobre, on a des liquidations qui s'enchaînent. À quelque chose de près, les jours se suivent et se ressemblent. Chaque tentative de retournement sur le Bitcoin est contrée par une nouvelle vague de vente et un déclenchement de liquidation. On a ici beaucoup plus de liquidation, tu le vois, depuis le 10 octobre, ici, qui est cette grande bougie verte. On a beaucoup plus de liquidation sur les marchés crypto que ce qu'on a pu en avoir
tout au long de l'année 2025. Alors on a pour habitude de dire que les marchés chassent les liquidités des positions à effet de levier. Aujourd'hui, tu vas le voir, il y a 30 fois plus de gens qui sont positionnés en short qu'en long. Et si le marché rebondit au-delà des 100 000 $, ça va être un véritable carnage. Tu le vois ici sur la droite de l'écran, c'est la quantité de positions ouvertes en short. Donc les montants et la proportion de traders qui parient à la baisse est beaucoup plus importante. Un retournement du marché et alors ce serait un véritable jackpot pour les exchanges. Alors ça viendra, mais pas tout de suite parce qu'ils n'ont pas vraiment encore fini le travail. Comme je te le disais, concernant la manipulation du 10 octobre, on en sait désormais un petit peu plus et ça gronde chez les spécialistes. Il y a deux histoires parallèles, deux notions à comprendre et qui expliquent la volatilité ambiante et pourquoi on plonge et pourquoi on peut potentiellement continuer de plonger sur Bitcoin et l'ensemble des marchés crypto. Le cycle actuel, la hausse que l'on vient de passer sur ce cycle est due principalement à deux facteurs, l'arrivée des institutionnels via les ETF et la narrative autour de ce que l'on appelle les Bitcoin Treasury Company qui ont coffré des millions de Bitcoins dans leurs réserves stratégiques de l'entreprise. Et c'est là qu'on en revient une nouvelle fois sur Michael Saylor et stratégie qui trustent l'actualité ces derniers temps. Alors on va généraliser un petit peu et on va parler ici de DAT, Digital Asset Treasury. Sous cette appellation, on inclut aussi les sociétés qui coffrent du Solana, de l'Ethereum par exemple, comme Bitmain, la société de Tom Lee dont nous parlerons dans un instant, et ceci sous un tout autre aspect. J'en reviens une nouvelle fois au 10 octobre, précisément, comme quoi tu vas le voir, les planètes s'alignent de manière plutôt mystérieuse. MSCI, la deuxième plus grande société d'indices au monde, a publié ce communiqué en s'interrogeant sur la qualification des entreprises dont l'activité principale repose sur les cryptoactifs. Est-ce qu'elles doivent être considérées comme une entreprise ou comme un fonds d'investissement? Tu connais peut-être le Nasdaq, l'indice des valeurs technologiques aux États-Unis, le CAC 40 qui représente les 40 plus grosses entreprises françaises ou encore le Nikkei qui reprend les plus grosses boîtes japonaises. De son côté, MSCI, qui est une boîte privée, propose plusieurs indices et notamment le très célèbre MSCI World qui est à ce jour l'indice boursier mondial de référence. Il est composé des 1300 plus grosses boîtes des pays occidentaux réparties dans 23 pays, 11 secteurs et tout ça pour au final représenter tout de même 85% du marché mondial. Donc ça c'est un des nombreux indices que propose MSCI à ses clients. Et MSCI veut désormais que ces indices reflètent des activités tangibles, mieux identifiées, moins dépendantes d'un actif ultra volatile comme Bitcoin, Solana ou Ethereum. Et ça, cette nouvelle position de MSCI a une importance capitale pour ces sociétés-là et un impact très significatif sur le marché, à la fois sur le prix de l'action de ces sociétés, mais aussi, tu vas le voir, sur le prix de nos cryptos. L'un des objectifs des DAT est d'atteindre une taille suffisante pour réintégrer ce type d'indice, pour intégrer les principaux indices. Parce qu'une fois que la société a intégré l'indice, les fonds d'investissement passifs sont obligés d'acheter, via l'indice en question, sont obligés d'acheter leurs actions au prorata de leur poids dans l'indice en question. Ce qui permet à ces sociétés-là alors de grossir encore davantage et donc d'intégrer de nouveaux indices et donc d'acheter davantage de crypto, etc., etc., etc. Un bel effet boule de neige dont ne veut plus MSCI aujourd'hui. Alors si les DAT sont considérés comme des fonds, elles ne pourront plus faire partie d'aucun indice et ça va devenir alors très compliqué pour elles. Ce fameux cercle vertueux pour les DAT est considéré de l'autre côté comme un cercle vicieux par MSCI. La décision juridique est attendue pour le 15 janvier. Si ces entreprises sont requalifiées en fonds, alors elles seront automatiquement retirées de tous les indices. Et si c'est le cas, alors on peut s'attendre à un crash monumental sur les DAT, sur stratégie et donc sur l'ensemble des marchés crypto. Parce que cela signifierait que tous les fonds de pension, les fonds normaux et tous les autres détenteurs d'indices passifs se débarrasseraient alors automatiquement de leurs actions DAT. Et puis, ça voudrait aussi dire qu'à l'avenir, plus aucun DAT ne pourrait intégrer d'indices. Et de ce fait, l'une des principales raisons de leur existence disparaîtrait. La liste des sociétés concernées comprend 38 noms. On ne parle pas que de stratégie ici, mais aussi de Mara Holding, de Metaplanet, de Bitcoin Group ou encore American Bitcoin Group, une boîte dirigée par la famille Trump. À titre d'information, si seulement Stratégie venait à être retirée uniquement des indices MSCI, alors la société pourrait subir 2,8 milliards de dollars de sortie de capitaux. Et si tous les autres fonds indiciels emboîtaient alors le pas de MSCI,
eh bien Strategy verrait sa capitalisation fondre de près de 9 milliards de dollars. Si on voit plus loin, sur les DAT, une diminution des transactions liées aux indices pourrait également entraîner une baisse du volume global et une baisse de la liquidité, rendant alors l'action moins sexy pour les investisseurs. Et par effet de conséquence, on pourrait avoir certaines DAT qui sortent des indices plus globaux comme le Nasdaq ou le S&P 500. Alors étant donné que les DAT ont été l'un des principaux moteurs de la hausse que nous avons connue depuis 2023, il est évident que la conséquence d'une telle décision plongerait Bitcoin et l'ensemble du marché crypto dans un nouveau bear market. Ce serait alors l'élément déclencheur au même titre que FTX il y a quelques années. En revanche, si les DAT ne sont pas considérés comme des fonds, alors cela pourrait faire exploser le marché à la hausse. Alors Michael Saylor se défend aujourd'hui en disant que Strategy n'est ni un fonds ni une société holding, qu'il s'agit bien d'une société opérationnelle cotée en bourse spécialisée dans les logiciels, 500 millions de dollars, et dotée d'une stratégie de trésorerie unique qui utilise le Bitcoin comme capital productif. 500 millions de dollars contre 54 milliards de dollars en Bitcoin en réserve stratégique, ça fait un delta qui reste peu crédible. Pourtant, Saylor reste convaincu et affirme qu'il ne changera pas de stratégie. Au final, MSCI demande une simple clarification, un niveau d'exigence qui soulève maintenant de nouvelles questions. Les sociétés ciblées vont devoir clarifier leur modèle, ou du moins montrer qu'elles ne sont pas uniquement des coffres-forts numériques. Et cette pression-là pourrait pousser certaines d'entre elles à diversifier leurs revenus ou carrément à revoir leur stratégie financière. MSCI parle d'un seuil de 50% ou plus de leur actif total pour être considéré comme un fonds. Les consultations sont ouvertes jusqu'au 31 décembre. La décision finale est attendue pour le 15 janvier et la nouvelle mise en place, s'il devait en avoir une, se ferait donc dès le mois de février 2026. Au final, quand on demande un peu de clarification sur le marché des cryptos, ça semble partir d'un bon sentiment. Sauf qu'il y a des détails troublants qui vont nous amener vers notre deuxième point. Mais avant ça, il faut se poser la question du pourquoi. Pourquoi cette histoire de radiation potentielle des indices MSCI refait surface à peu près un mois après le 10 octobre. Si cette publication a mis le feu aux poudres le 10 octobre, pourquoi est-ce qu'elle est passée quasi inaperçue? Et surtout, pourquoi est-ce qu'elle ressort avec autant d'insistance ces derniers jours alors que le marché crypto est plongé en pleine peur? Peut-être qu'il faut chercher des réponses du côté de JP Morgan, parce que c'est eux qui ont ressorti l'information il y a tout juste 3 jours. À peine après, les doutes sur le refinancement de Strategy pour couvrir ses futures dettes. Est-ce que certains acteurs de la finance mondiale ne chercheraient pas quelque part à couper la tête de Strategy? Pour rappel, Strategy détient plus de 3% de l'offre totale du Bitcoin. Un tel monopole n'est certainement pas du goût de tout le monde. Alors quand on va creuser un peu plus loin du côté de MSCI, on s'aperçoit vite que les principaux actionnaires de MSCI sont Vanguard, BlackRock, State Street et Morgan Stanley, qui sont aussi les 4 principaux actionnaires de Strategy. À ce stade, en prenant en compte toute la portée de cette dernière information, il paraît peu probable que MSCI tire une balle dans le genou de ses propres actionnaires en délistant des sociétés comme Strategy, en délistant tous les DAT. Sauf si ces derniers considèrent que leurs produits ETF sont nettement plus lucratifs pour eux que l'investissement via une société DAT. Pour un petit rappel historique, le succès de Strategy réside principalement dans le fait que la société a permis à de nombreuses personnes de s'exposer indirectement au Bitcoin. En gros, les investisseurs pouvaient acheter des actions Strategy plus facilement que du Bitcoin, ce qui était à cette époque-là particulièrement intéressant pour tout le monde. Mais ça, c'était avant l'arrivée des ETF. Depuis la mise sur le marché des ETF Bitcoin et autres, il devient beaucoup plus facile pour les investisseurs lambda de s'exposer au Bitcoin sans avoir à passer par l'achat d'actions Strategy ou de n'importe quelle boîte DAT. On peut donc émettre un doute sur l'attitude des fournisseurs d'ETF comme BlackRock et compagnie quant à leurs intentions autour de cette future régulation des DAT. Quelque part, on comprend que maintenant, Strategy fait de l'ombre au marché des ETF. Mais tout ça ne s'arrête pas là. J'en reviens à ce que je disais précédemment. Pour le moment, la baisse actuelle n'a pas été déclenchée par une problématique fondamentale, ce qui distingue le marché actuel d'un éventuel marché de bear market. Il s'agit jusqu'à aujourd'hui plutôt d'un cumul de facteurs. La baisse des taux qui semblait être retardée, l'apparition d'une DS Cross dont nous avons parlé dans une précédente vidéo. Une DS Cross, c'est quand la moyenne mobile 50 vient casser la moyenne mobile 200 jours en direction du bas, et c'est un signe fort pour certains traders de l'arrivée imminente d'un bear market. On a parlé également de cette rotation des bitcoins qui sortent des wallets de l'ère Satoshi pour aller se réfugier entre autres vers les ETF. Un phénomène que j'ai comparé à l'équivalent d'une introduction en bourse sur Bitcoin, une sorte de crise d'adolescence avant une nouvelle ère qui nous tend les bras.
Tout ceci exerçant à l'heure actuelle encore une certaine pression vendeuse sur le marché. Tout ça, on en a parlé ici sur la chaîne YouTube et sur le canal Telegram. Alors si tu n'es pas encore abonné, tu peux le faire en cliquant par ici et activer la petite cloche pour recevoir une notification de tous nos nouveaux contenus. N'oublie pas également de liker si tu es encore là à cet instant de la vidéo. C'est certainement que tu l'apprécies et je pense que tu vas adorer ce qui suit. Du moins, je l'espère. Alors tu peux nous encourager, nous aider en cliquant sur ce fameux pouce et puis nous rejoindre également sur le canal Telegram, 100% gratuit. On est plus de 8000. J'y partage ici, de ce côté-là, un condensé d'informations et d'actu macroéconomique crypto. Donc tu trouveras le lien en description et en commentaire épinglé. Cette histoire de MSCI serait seulement une petite partie immergée de l'iceberg actuel parce qu'en parallèle, il y a un autre phénomène à prendre en compte et il prend également sa source le 10 octobre dernier. Et ici aussi, il va être question de régulation, de mise en conformité, de surveillance. Alors je ne veux pas faire de projection, je ne veux pas faire de prédiction, mais je ne pense pas qu'on reparte à la hausse de manière durable dans l'immédiat. Même si on a un rebond assez important dans les prochains jours, ce qui est une probabilité assez élevée, ou dans les prochaines semaines, il ne faudra pas à ce moment-là se sentir tiré d'affaire. On y reviendra certainement dans de futures vidéos un peu plus en détail. Mais tu vas déjà comprendre maintenant pourquoi je ne suis pas spécialement positif à court terme et je pense même qu'on va au-devant de nombreux pièges. Donc le 10 octobre, Trump annonce les tarifs avec la Chine. Le marché se retourne à la baisse, puis certains petits malins profitent d'une mise à jour du système de données de trading sur Binance pour lancer une attaque sur certaines cryptos. La chute s'accélère, on atteint un record de liquidation avec plus de 19 milliards de dollars disparus, réduits en cendres en quelques heures. Au milieu de tout ça, on le sait maintenant, MSCI aurait envoyé un scud, histoire de bien enfoncer le clou. On vient tout juste d'en parler. Seulement voilà, depuis cette sombre date, le marché crypto continue de plonger et rien ne laisse à penser qu'on a atteint le bottom, qu'on a atteint le point bas, même si comme je te le disais, je pense qu'on peut avoir un rebond. Alors pourquoi tout ça? Pourquoi cette situation? Invisible au premier abord, ce crash du 10 octobre a engendré un changement structurel dans le comportement du marché. Changement qui perdure depuis maintenant plus d'un mois et demi. 2 millions de traders ont tout perdu. Les positions à levier ouvertes sur jour se sont effondrées et la liquidité s'est raréfiée sur les principales paires de devises. Aujourd'hui encore, le marché continue de réagir aux moindres fluctuations par de nouvelles vagues de liquidation massive. On est, et ça tu ne peux pas le nier, on est dans une période de volatilité extrême. Il est maintenant évident que le crash du 10 octobre a causé des dégâts beaucoup plus importants en coulisses que ceux que les investisseurs ont pu estimer. Après un événement de liquidation d'une telle ampleur, les marchés connaissent généralement un repli ou une consolidation afin de rééquilibrer toutes les positions. C'est structurel, c'est normal, sauf que pour le coup, eh bien, le marché n'a pas encore totalement consolidé cette baisse. Au contraire, et tout cela semble parfaitement millimétré quand on y regarde bien. Comme si une grande entité, comme si un groupe suffisamment important ait encore l'intention de faire pression sur le cours du Bitcoin pour l'amener encore plus bas. La manipulation originale s'est passée sur Binance. Certains se sont arrangés pour faire chuter le prix de quelques cryptos par un jeu de liquidité et de position. Les cours des actifs sur les autres plateformes étaient connectés de près ou de loin aux cours lisibles sur Binance. Et donc, quand Binance crash, quand Binance a crashé, eh bien, c'est l'ensemble du marché crypto qui a plongé. Et comme je te le disais, 2 millions de traders ont perdu de l'argent ce soir-là. Autant de personnes qui ne peuvent plus aujourd'hui réinvestir dans la crypto. Autant de personnes qui ne peuvent plus racheter la baisse et soutenir le marché. Et cette situation pourrait être à l'origine de la poursuite de la baisse du Bitcoin et expliquer dans le même temps pourquoi Bitcoin plonge et que les altcoins de leur côté ont résisté plus longtemps avant de finir par céder. Alors tu l'auras compris, il n'y a pas que les traders qui se sont fait plumer et qui ne peuvent plus soutenir le marché crypto. Il y a bien d'autres raisons. La plupart des acteurs de l'univers crypto, qu'il s'agisse des protocoles DeFi, des autres exchanges centralisés ou décentralisés ou autres, bref, la plupart des acteurs ont tous des réserves en Bitcoin, que ce soit pour assurer leurs fonds, pour assurer les fonds de leurs utilisateurs ou pour couvrir leurs propres pertes, ou encore en guise de réserve stratégique. Ils ont tous du Bitcoin bien au chaud. Alors suite au 10 octobre, suite au crash du 10 octobre, certaines sociétés pourraient faire face à des déficits importants, notamment chez les market makers, chez les teneurs de marché. Certains auraient été contraints de vendre à perte dans l'urgence pour préserver leurs fonds propres, ce qui aurait alors accéléré le processus de liquidation
et qui pèserait encore aujourd'hui sur les marchés. Tom Lee, le fondateur de Bitmain, affirme aujourd'hui que un ou plusieurs acteurs cherchent encore de la liquidité pour enflouer leur caisse, que certaines plateformes se retrouvent avec un déficit important dans leur bilan, ce qui ouvre la porte à des mouvements agressifs sur le marché. Il parle même de requins qui tournent autour du marché pour déclencher un maximum de liquidation. En gros, pour faire simple, ces acteurs seraient en train de manipuler les liquidités disponibles sur les exchanges pour pousser le prix du Bitcoin et de l'ensemble des crypto-monnaies le plus bas possible. Et pour le moment, on peut dire que tant qu'ils gagnent, eh bien, ils continuent de jouer. Souviens-toi, je t'en ai parlé en début de vidéo. Depuis le 10 octobre, on enchaîne les journées où les liquidations sont particulièrement importantes, au-delà du milliard de dollars liquidés chaque jour. Preuve en est que certains traders n'ont toujours pas compris qu'il était bien trop tôt pour revenir s'exposer sur les marchés avec des effets de levier. De l'autre côté, les manipulateurs profitent donc de la cupidité de la plupart de ces traders-là pour renflouer leur caisse. Selon Tom Lee, et en comparaison avec des événements similaires en 2022, il faut environ 6 à 8 semaines pour que le marché retrouve un fonctionnement normal. Sauf que le 10 octobre reste encore aujourd'hui comme le crash le plus important de l'histoire de la crypto, avec un montant de liquidation exceptionnel, comme je te le disais, au-delà de 19 milliards de dollars. Donc il se pourrait que le marché prenne un petit peu plus de temps, il se pourrait que le marché ait besoin d'un petit peu plus de temps pour retrouver un fonctionnement plus sain. Quoi qu'il en soit, 6 à 8 semaines après le 10 octobre nous donne une fenêtre entre le début et la mi-décembre, période à laquelle la Fed doit aussi rendre ses conclusions concernant les taux d'intérêt. Alors un fait intéressant à ce niveau-là, c'est qu'après les chiffres du chômage cette semaine, la probabilité d'une baisse des taux est alors passée de moins de 30% à plus de 70%. Une data désormais très intéressante, très encourageante pour les actifs à risque comme Bitcoin. La Fed qui baisse ses taux, ça veut dire une injection de liquidité sur les marchés à risque et donc potentiellement une hausse du marché crypto. Et pourtant, Bitcoin a encore continué de plonger ces derniers jours. Pour ce qui est de l'avenir, cette semaine, la semaine prochaine, nous avons Thanksgiving et les marchés boursiers américains, entre autres, seront fermés jeudi et une partie de la journée de vendredi, ce qui pourrait encore apporter un peu plus de difficultés dans la lecture du marché à court terme. Alors, pour conclure cette vidéo, tu vas te dire certainement que le marché crypto est manipulé. Oui, c'est vrai. Même si Tom Lee ne veut pas citer ceux qui, selon lui, sont derrière ces manipulations de liquidité, tout le monde a bien compris qu'il s'agissait quelque part de Binance. Et puis, concernant le FUD qui tourne autour de stratégie, on ne peut s'empêcher de penser que certains gros acteurs de la finance mondiale essaient de freiner la mégalomanie de Michael Saylor, voire même essayent de faire tomber stratégie et pourquoi pas l'ensemble des DAT. Alors ça paraît peu probable, comme on l'a vu, mais vu la puissance de BlackRock et de ses petits copains, je ne serais pas étonné qu'ils fassent tout pour arriver à leur fin. On va faire simple et rapide pour bien comprendre la portée de tout ça. Si Stratégie finit un jour par vendre ses bitcoins, sachant qu'ils détiennent 3% de l'offre totale de bitcoin, cela serait certainement nettement plus simple pour Bitcoin, même si on va au-delà d'un crash absolument phénoménal. L'idée d'avoir un seul acteur avec autant de Bitcoin à sa possession le place en position de force, le pouvoir de vie ou de mort sur le Bitcoin, ce qui n'est pas du tout une bonne chose pour un actif comme Bitcoin. Donc à long terme, le crash, dit potentiellement le crash de stratégie, pourrait être une bonne chose avec une redistribution des Bitcoins sur l'ensemble des acteurs de l'écosystème crypto. Alors sans en arriver jusque-là, peut-être que la requalification de stratégie et de toutes les DAT en tant que fonds serait ici aussi une bonne chose à moyen terme pour le marché crypto, parce que la régulation imposerait alors un autre comportement dans leur achat d'actifs numériques, une autre transparence, des règles différentes que celles qui sont actuellement les leurs. En revanche, pour en arriver là, ça veut dire qu'on va prendre une belle douille. Et si on ajoute à ça en plus l'absence de liquidité sur les marchés à cause des conséquences du crash du 10 octobre, alors on pourrait bien avoir notre élément déclencheur du bear market. Le fameux problème structurel, le FTX, le Terra Luna du cycle 2025 qui amènera Bitcoin vers de nouveaux plus bas. Alors je ne dis pas que tout ça va se passer comme ça, je ne dis pas non plus qu'on va cracher, je dis simplement qu'il va falloir être extrêmement prudent jusqu'au milieu du mois de janvier 2026. Si le marché crypto n'a pas réagi favorablement après les chiffres du chômage et les nouvelles estimations d'une baisse des taux, c'est bien qu'il y a une ou plusieurs raisons qui poussent notre Bitcoin, notre cher Bitcoin vers le bas, ou du moins qui l'empêchent à court terme de rebondir. Alors je sais que ces nouvelles-là, cette situation-là n'est pas forcément celle qu'on a envie d'entendre ou de vivre. Je sais que ça peut plomber le moral,
Mais si on y regarde à deux fois, ce qui se profile devant nous peut être une extraordinaire opportunité. Alors brièvement pour conclure sur cette partie-là, j'espère que cette vidéo te plaît. En tout cas, je prends moi beaucoup de plaisir à te partager toute cette analyse. C'est beaucoup de taf. Si tu veux me soutenir, tu sais quoi faire. Donc je te disais, pour conclure, on en a parlé il y a quelques vidéos. Les États-Unis devraient mettre en place ce que l'on appelle le Clarity Act dans les prochaines semaines. Une loi qui fait suite au Genius Act qui lui venait cadrer les stablecoins. Et donc ce Clarity Act vient désormais cadrer l'ensemble de l'écosystème crypto en éclaircissant tous les aspects autour des DAT, notamment tous les aspects autour des plateformes crypto. Bref, tout cela dans l'objectif d'une protection beaucoup plus efficace des investisseurs crypto. Autant te dire qu'une fois tout ça couché sur le papier et totalement acté, on devrait avoir un marché beaucoup plus sain, beaucoup plus lisible, mais aussi donc beaucoup plus cadré et certainement à terme beaucoup moins volatile, beaucoup moins intéressant en termes d'opportunités pour nous. Il est donc clairement logique, parfaitement logique que les acteurs du marché essayent de profiter encore quelque temps de ce manque de régulation, même s'ils le font d'une manière qui n'est peut-être pas très catholique. Et nous, eh bien, nous devons accepter cette situation et pourquoi pas essayer de faire pareil. Alors je ne te parle pas de manipuler le marché, je te parle simplement d'éviter à l'heure actuelle les effets de levier et de continuer tranquillement à accumuler du Bitcoin tant qu'il est encore temps. Et s'il le pousse encore plus bas, eh bien ce sera certainement une très belle opportunité pour nous. Alors je ne sais pas si on va rebondir dans les prochains jours, je ne sais pas si on va repartir à la hausse directe, mais j'en doute, je ne peux rien affirmer, je ne sais pas à quel niveau sera le bottom. Ce que je sais en revanche aujourd'hui, à cet instant, c'est que sur le long terme, sur quelques mois, Bitcoin, là, à l'heure actuelle, nous offre peut-être les dernières opportunités. Souviens-toi, quand Bitcoin était à 126 000 dollars, tu regrettais certainement de ne pas en avoir acheté à 90 000. Alors, si les gros acteurs manipulent le marché pour le faire descendre, c'est certainement qu'ils ont eux aussi les mêmes regrets que toi. On ne peut pas lutter contre ce qui se passe actuellement. En revanche, on peut nager dans le sens du courant. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Pour ne pas la rater, abonne-toi par ici, active la petite cloche, laisse-moi un commentaire à propos de cette vidéo, de ce qui se passe sur le marché actuellement. Dis-moi si toi aussi tu restes confiant et bullish pour la suite, même si c'est à moyen terme et même si d'ici là, on risque encore d'avoir une période quelque peu illisible. Rejoins-nous sur Telegram, j'y partage de l'actu beaucoup plus instantanée. C'était Sylvain, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!